Bonjour à tous. On va pouvoir commencer ce webinaire. Ce matin, on a 23 personnes en ligne actuellement. Peut-être certaines, voilà, je vois que ça continue à arriver. Donc, merci de participer nombreux à ce premier webinaire de l'année 2020 pour le CARIFOREF. Donc, Nadine Morillo, moi je suis responsable du pôle accompagnement des professionnels au CARIFOREF. On va traiter aujourd'hui une thématique d'actualité avec l'application mobile CPF. Vous avez vu dans le contenu en fait prévu que l'objectif premier de ce webinaire, c'est de savoir un peu quel discours tenir auprès du public que vous accompagnez. Voilà, comment répondre à leurs questions, quels sont peut-être les points de vigilance à adopter dans cette période de changement intense. Nous n'avons pas prévu de répondre à des questions techniques sur la saisie de l'offre de formation de la part des organismes de formation. C'est pas l'objet. Si vous êtes venu avec des questions de ce type, on verra s'il nous reste du temps en fin de webinaire. Alors, je vais en fait vous présenter les intervenants du jour. Donc, nous allons commencer avec Philippe. Dis-moi. Nous allons commencer avec Philippe Brivet et Caroline Piednoir de la Caisse des dépôts pendant une vingtaine de minutes. Bonjour. Bonjour. Nous aurons ensuite Déborah Marchand du CARIFOREF, puis Vincent Denis de Pôle emploi. Et avant de démarrer avec Monsieur Brivet et Madame Piednoir, on vous a posé une petite question. Et cette question est quel est le domaine de formation le plus sollicité en CPF d'après vous? Donc cette question, elle n'est pas liée vraiment à l'application CPF, hein, puisque c'est voilà, le CPF était déjà sollicité précédemment. Vous nous avez répondu en fait en majorité. Enfin, ceci dit, c'est une majorité partagée. La moitié d'entre vous pense que le bilan de compétences est l'action la plus sollicitée en CPF, vient tout de suite après le permis B et en toute petite portion les langues et la création d'entreprise, création reprise d'entreprise à 0%. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ces chiffres, Monsieur Brivet? Les, euh, les langues arrivent plus tôt, en fait, actuellement dans les formations qui sont sollicitées au niveau du CPF. Mais les participants ont raison, le permis B et le bilan de compétences interviennent aussi. La création d'entreprise, la création et la reprise d'entreprise, c'est aussi des formations qui sont extrêmement suivies. Par contre, effectivement, la VAE ne figure pas dans le top 5 des formations qui sont les plus utilisées au niveau du compte personnel de formation. On va commencer avec votre, votre support d'intervention. Je rappelle, vous avez à tout moment la possibilité, dans la fenêtre de conversation à droite, de poser des questions. Donc, merci quand vous posez la question, en fait, voilà, d'être précis pour que faciliter en fait la réponse. Euh, voilà, on prendra un temps à la fin de l'intervention de Monsieur Breven et Madame Piednoir pour répondre à ces questions. Si c'est possible, on répondra au fur et à mesure. Je vous en prie, Monsieur Breven. Merci. Donc, Philippe Brivet, je travaille à la Caisse des dépôts et consignations dans le service de la direction de la formation professionnelle, où je suis plutôt en charge des relations avec les partenaires publics. Je laisserai Caroline, qui m'accompagne tout à l'heure, se présenter et présenter plutôt son domaine d'intervention. Sur les diapositives que nous avons prévu de défiler ce matin, la première concerne en fait une thématique assez générale qui est l'ambition de la loi du 5 septembre 2018. La loi du 5 septembre 2018 modifie de manière assez substantielle la façon dont les acteurs de la formation professionnelle vont se positionner par rapport à mon compte formation. Auparavant, on était plutôt dans un système
où on accompagnait les gens vers des formations. Ils étaient plutôt, on va dire, un petit peu plus passifs par rapport à l'esprit de la loi du 5 septembre 2018. Depuis cette loi, les apprenants, appelons-les comme ça, ou les titulaires de formation, sont vraiment au cœur du dispositif, et c'est eux qui décident de choisir les formations qu'ils veulent suivre. Ce qui fait en fait deux acteurs que vous voyez apparaître dans cette diapositive, l'usager d'un côté qui va être à la manœuvre, et les organismes de formation qui vont devoir à l'intérieur de l'outil Mon compte formation se montrer, se mettre en valeur pour présenter un petit peu toute leur offre de formation. Sur la deuxième diapositive que je vous propose, vous avez quelque chose d'assez, qui peut paraître un petit peu complexe, mais qui vous montre en fait toutes les missions qui vont être celles de la Caisse des dépôts et consignations à l'intérieur du dispositif. D'abord, gérer et alimenter les comptes. Alimenter les comptes, c'est quelque chose qui va intervenir assez rapidement maintenant, puisque à partir du mois de mars 2020, on va alimenter les comptes de l'ensemble des salariés, enfin tous ceux qui ont un compte à partir de leurs droits au titre de l'année 2019. Et le rôle de la Caisse des dépôts et consignations sera aussi, comme on le voit dans les points 2 et 3, de recevoir des fonds de la part de France Compétences, de collecter ou de gérer des fonds complémentaires par abondement sur l'ensemble de l'année 2020. On évoquera tout à l'heure avec Pôle emploi ce qui va intervenir à partir du mois d'avril. Et donc la Caisse des dépôts a une mission en quelque sorte de banquier du dispositif et de financeurs des formations éligibles, comme on le voit sur le point 4. En point 5 et 6, les points qui apparaissent sont ceux qui sont en lien avec les organismes de formation, puisque les organismes de formation doivent être acteurs aussi de mon compte de formation pour pouvoir acheter des formations sur mon compte de formation. Il faut que des organismes de formation intègrent leur catalogue de formation à l'intérieur de l'outil. Et l'une de nos missions, à la Caisse des dépôts et consignations, à Caroline et à moi et à d'autres personnes qui figurent dans l'équipe, c'est de travailler à l'enrôlement de ces organismes de formation. Enfin, le dernier point, c'est la promotion de la formation professionnelle. C'est quelque chose d'un peu vaste et qui va nous permettre en quelque sorte de travailler en direction de l'ensemble des acteurs. Petite parenthèse, merci à Hamza pour ces questions très précises. On les a bien vues, on les a bien notées pour y répondre. Ça va venir un tout petit peu plus loin dans le déroulé. Pour les autres, n'hésitez pas également à formuler d'ores et déjà vos questions. Sur la diapositive suivante, vous avez la description en quelque sorte de l'alimentation des comptes qui va intervenir dans, justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour 2019, enfin en 2020 au titre de 2019, vous avez la liste en quelque sorte, enfin, le cadre un petit peu de l'alimentation qui est prévue, avec d'un côté les salariés, de l'autre côté certaines typologies d'acteurs, les salariés peu qualifiés ou les personnes en situation de handicap, pour lesquels les critères, enfin, les niveaux d'alimentation seront différents et ils seront différents aussi en fonction de l'activité de ces différentes personnes. Attention, pour les agents publics, je le rappelle, le compte reste alimenté en heures, comme vous le voyez apparaître. On y reviendra à différents niveaux dans la présentation qui va suivre. Dans cette diapositive, qui là aussi peut paraître un petit peu complexe, mais qu'on redéroulera dans des diapositives suivantes, vous avez un petit peu la façon dont les deux principaux acteurs qui forment la place de marché, c'est-à-dire le titulaire de mon compte de formation, les titulaires de mon compte de formation et les organismes de formation vont suivre le parcours qui mène de la mise en relation du titulaire avec l'organisme de formation jusqu'à la mise en place de la formation, jusqu'au suivi de la formation. Et enfin, pour l'organisme de formation, le règlement de sa facture par la Caisse des dépôts et consignations. Et pour le titulaire, jusqu'à l'évaluation de l'information qui va s'effectuer en ligne. Vous voyez que tout le parcours, qu'il s'agisse du parcours du titulaire comme le parcours de l'organisme de formation, tout le parcours va être dématérialisé et va se passer à l'intérieur de mon compte de formation. Vous voyez apparaître des points d'intersection. En particulier, on y reviendra, mais je le signale, l'acceptation des conditions générales d'utilisation qui est un peu au centre du dispositif, puisque les conditions générales d'utilisation sont propres à mon compte de formation. Mais là encore, on a quelques
diapositive pour alerter votre attention sur ce sujet-là. Pour les organismes de formation qui sont en ligne avec nous aujourd'hui, vous voyez apparaître, après l'acceptation des conditions générales d'utilisation, toujours dans le parcours, le renseignement de l'offre de formation éligible. Donc là, c'est bien l'implémentation de votre catalogue qui est prévu dans cette partie-là. La réception ensuite des demandes de la part des titulaires, leur inscription, le renseignement du service fait et le règlement de la facture qui, en ce qui concerne la Caisse des dépôts, sera mis en place pour toutes les facturations des formations qui sont en cours, normalement à la fin du mois de janvier 2020. Monsieur Brivet, on a une question qui, je pense, a trait à votre diapo précédente de la part de Sandrine en mission locale. Est-ce qu'un salarié RQTH peu qualifié aura une bonification supérieure à 800 €? Non. Le principe on reste à l'intérieur de la séquence qui est prévue et de l'alimentation. À ma connaissance, je ne sais pas si Caroline, tu as d'autres précisions par rapport à ça, mais pour moi, c'est cette réponse. Non, il n'y a pas 800 € quand on est en situation de handicap, plus 800 € si on est peu qualifié. On a 800 € si on remplit une des deux conditions. Alors, si on est salarié peu qualifié, c'est-à-dire qu'on a un niveau de diplôme donc, qui est inférieur, enfin, ou même on n'a même pas obtenu par exemple, un niveau de formation de type CAP, donc on a pu suivre la formation mais on n'a pas le diplôme. Et pour une personne qui serait donc en situation de handicap, elle aura 800 €. Il n'y a pas de cumul qui ferait qu'il y aurait une bonification supplémentaire. Mais qu'est-ce qu'un salarié peu qualifié? Eh bien voilà, mais je viens de le dire. Très bien. Et on a des questions qui portent sur vos prochaines diapos, donc on va vous laisser reprendre le fil. Alors, après cette diapo, là, vous avez le cadre un petit peu général du titulaire qui veut accéder à son offre éligible. Le titulaire de mon compte formation peut accéder hors connexion aux différentes formations qui sont accessibles. Il peut aussi faire le choix de rentrer en mode connecté, comme c'est indiqué dans le petit post-it qui se trouve à l'intérieur de cette présentation. Il peut mettre en favori un certain nombre de formations, choisir avec le moteur de recherche, filtrer, trier pour aller chercher les formations qui l'intéressent. Il a aussi la possibilité, alors je crois que je l'ai dit, de mettre en favori des formations pour pouvoir les retrouver. La possibilité aussi de flasher des formations ou à partir d'un lien URL, d'aller chercher des formations pour pouvoir directement, lorsqu'il est en contact avec l'organisme de formation, les choisir en toute connaissance de cause parce qu'il est déjà en contact avec l'organisme de formation. Petit point concernant l'utilisation de mon compte formation, vous voyez apparaître sur certaines diapos, alors elle y était sur la diapositive précédente, vous la trouverez sur la diapositive suivante, vous avez un petit logotype mon compte formation, ce logotype est présent sur notre site, et il est utilisable pour référencer les formations éligibles au CPF, pas les organismes de formation, les formations éligibles au CPF. D'ailleurs, si tu reviens sur la diapo précédente, en effet, ce qu'on vous a mis en bas de la diapo, sur le côté gauche, c'est en effet cette identité visuelle qui a été mise à disposition par le ministère du Travail et que vous allez pouvoir retrouver sur le site que nous avons dédié aux organismes de formation, mais qui est donc aussi accessible. Il y a un espace public qui est accessible à tous. Et donc sur ce site qui s'appelle of.moncompteformation.fr, vous avez en effet accès à cette identité visuelle si vous avez une formation donc, éligible au CPF. Sur cette éligibilité, on a deux questions. Les formations éligibles sont-elles uniquement certifiantes et qualifiantes? Et est-ce que les formations non éligibles au CPF peuvent être référencées sur mon compte formation? C'est que les formations éligibles qui le sont. Peut-être qu'on peut passer effectivement, comme le disait Caroline, à la diapositive suivante. Là, vous voyez apparaître de manière à peu près exhaustive l'ensemble des actions qui sont éligibles au CPF et qui pourront donc être mises en ligne par les organismes de formation sur mon compte formation, à l'exception de toutes les autres. Là, vous avez toutes les formations RNCP, RSCH. Là, comme on l'a vu dans la question que vous avez posée au départ, le bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience, les permis de conduire,
et des actions qui sont dispensées en direction des créateurs ou des repreneurs d'entreprise. Euh, Comme vous le voyez aussi sur le petit post-it, c'est important de le noter, les droits couvrent tous les frais pédagogiques et les frais liés à l'inscription, à la, à la validation de la certification, à l'exception de tous les autres frais. Pas d'hébergement, pas de restauration, pris en charge à l'intérieur du prix qui sera servi au niveau de mon compte formation. Je vois donc une question d'Amza par rapport au moteur de recherche et donc à l'affichage des formations. Donc, en effet, on est sur une évolution au fil de l'eau. On fait évoluer ce moteur de recherche parce qu'en effet, on a détecté, vous avez fait remonter des résultats de recherche qui n'étaient pas forcément toujours très pertinents. Donc, on travaille en effet en continu sur l'évolution de ce moteur de recherche et on espère en effet le faire arriver rapidement à ce qu'ils puissent afficher des choses qui soient satisfaisantes pour tous. Je complète ce que vient de dire Caroline pour dire la chose suivante. Plus il y aura d'organismes de formation qui vont intégrer leur offre à l'intérieur du catalogue, plus facile ce sera pour le moteur de recherche d'aller chercher des formations à proximité des demandes des titulaires. D'où l'importance d'enrôler les organismes de formation, tous les organismes de formation, pas simplement les plus importants, tous les organismes de formation présents sur l'ensemble du territoire, dès lors qu'ils sont à jour de leurs obligations légales, peuvent aller implémenter toute ou partie de leur catalogue de formation sur le site. C'est important qu'un maximum d'organismes le soient, justement pour permettre au maximum de titulaires d'avoir des formations disponibles à proximité de chez eux. Et là aussi, le moteur de recherche, quand il vous donne des formations à 400 km, c'est parce qu'il n'en trouve pas d'autres. C'est qu'a priori, on n'a pas encore en montée en puissance. On verra tout à l'heure quelques chiffres. Caroline les présentera sur la situation actuelle des organismes de formation présents sur le site. Mais plus il y en aura, plus ce sera facile pour le moteur de recherche d'aller rechercher la formation utile pour le titulaire qui le demande. On a une troisième question sur cette diapo sur l'éligibilité. Pourquoi trouve-t-on des formations non qualifiantes? Là, la liste des formations éligibles au CPF, elle a été définie par la loi. Donc, la Caisse des dépôts mis en œuvre ce qui a été défini par cette loi. Et dans la loi, il y avait bien en effet la liste de toutes ces actions, donc pas seulement des actions de formation, mais aussi en effet le bilan de compétences, les actions d'accompagnement à la BAE, et puis en effet les permis, etc. Donc, ça, ce n'est pas un choix qui a été défini par la Caisse des dépôts, c'est bien en effet le respect strict de la loi de septembre 2018. Enfin, dernière diapositive en ce qui me concerne, et je laisserai la parole à Caroline qui se présentera. Là, vous avez aussi, à travers le petit format de smartphone qui se trouve sur le côté, un petit peu ce que le titulaire consulte voit sur son compte. Il a, lorsque il est bien sûr, lorsqu'il a pu rentrer sur son compte, qu'il a voulu le faire, il y a l'affichage de ses droits, il y a aussi l'affichage de l'historique de toutes les déclarations de l'ensemble des employeurs. Et il y a son DIF, dès lors qu'il l'a rentré, il peut le faire jusqu'au 31 décembre de l'année 2020. On a encore un petit peu de temps par rapport à ce sujet. Donc pour poursuivre, en effet, on a repris par rapport aux étapes. Là, on rentre dans le parcours d'achat. Et là, ce qui est important, en effet, à savoir, c'est quand on rentre dans le parcours d'achat, et bien là, en effet, on va donc avoir un parcours qui est géré aussi par des conditions générales d'utilisation. À savoir que ces conditions générales d'utilisation, donc elles ont été définies avec le service de la DPSP, qu'elles remplacent en fait les conventions que vous pouviez avoir, ou vous pouvez avoir pour d'autres formations d'ailleurs, mais en effet, elles remplacent vos conventions propres que vous avez dans chaque organisme. C'est-à-dire qu'en effet, si vous souhaitez, si des organismes de formation souhaitent vendre une action de formation en utilisant mon compte formation, il doit en effet accepter les conditions générales d'utilisation qui régissent la relation entre l'organisme de formation, l'usager et la Caisse des dépôts. Donc juste pour mettre un peu l'idée de parcours, le parcours qu'on vous a montré, c'était en effet avec des
ces conditions générales d'utilisation qui vont un petit peu contraindre, on va dire, les différents acteurs en termes de délai de réponse. On vous soumet un petit quiz sur ces conditions générales d'utilisation. Vous recevez en entretien aujourd'hui une personne qui démarre une formation le 27 janvier, qui s'est inscrite dans cette formation. Peut-elle annuler? Ah, donc ça se positionne principalement sur oui, elle peut annuler, mais on a à peu près 20% des répondants plutôt sur non. On vous laisse encore quelques petites secondes. Il y a 20 personnes qui ont répondu, là, quelques petites secondes pour répondre. Et puis Madame Pied-Noir va pouvoir commenter. C'est ça. On a à peu près les 3/4 qui pensent que oui, elle peut annuler et un quart qui pense que non. Alors, j'ai tendance à dire qu'il peut annuler. La chose, c'est les conséquences qu'il va supporter par rapport à cette annulation. Donc, on a voulu faire un petit focus là-dessus parce qu'en effet, pour tous les organismes comme vous l'êtes qui accompagnent le public, c'est bien en effet qu'ils aient l'information sur les conséquences de cette annulation. Alors, donc les conséquences de l'annulation avant le début de la formation. Et on a fait un slide aussi sur au cas où la personne abandonne après, pendant la formation. Donc là, sur l'annulation en amont, c'est-à-dire avant l'entrée en formation, vous avez deux cas de figure. Soit la personne a annulé plus de 7 jours avant l'entrée en formation, soit elle annule dans les 7 jours ouvrés avant l'entrée en formation. Donc dans l'exemple que vous donniez, on est pile dans les 7 jours ouvrés. Donc, s'il fait ce qu'on appelle une annulation tardive, ses droits CPF seront décrémentés et l'abondement individuel qu'il a versé, s'il a en effet payé ce reste à charge, n'est pas remboursé et va constituer un avoir pour une autre inscription. Pour l'organisme de formation, il percevra une indemnité forfaitaire de 5% du prix de la formation, puisqu'on part du principe que 7 jours ouvrés avant l'entrée en formation, l'organisme de formation a mobilisé des moyens pour pouvoir réaliser la formation du stagiaire. Donc ça, c'est vraiment sur la partie annulation en amont. Et puis, on vous a présenté une autre aussi petite slide sur les conséquences en cas d'abandon au cours de la session, en prenant à chaque fois en compte le fait qu'il peut y avoir des cas de force majeure qui sont donc indépendants de la bonne volonté et, du stagiaire, et donc on a différencié ces deux cas pour définir des conditions générales et les impacts en effet de cet abandon. Je ne rentre pas forcément dans le détail puisque tout est inscrit en effet sur la slide, mais bien en effet que vous ayez cette information. On a essayé de prendre en compte tous les cas possibles et vous pourrez trouver le détail en effet des CGU aussi sur le site d'information dont je vous parlais tout à l'heure, qui est of.moncompteformation.gouv.fr. Donc là, je vous ai mis un lien avec marqué espace public, etc. Et de toute manière, quand vous allez sur of.moncompteformation.gouv.fr, vous avez en haut un onglet qui s'appelle réglementation, et vous allez trouver les conditions générales d'utilisation et puis les conditions particulières pour le public et les conditions particulières pour les organismes de formation. Quelques informations peut-être sur quelques chiffres concernant le coût personnel des titulaires. Donc, on est à peu près à 50% des salariés privés qui ont au moins 1 080 € sur leur compte et 30% qui ont au moins 1 440 € sur leur compte, donc ce qui fait pratiquement 8,5 millions d'usagers qui ont au moins 1 440 € sur leur compte. Ce qui va être intéressant, ça va être de rapprocher ce chiffre, en effet, aujourd'hui, du coût moyen des formations qui sont présentes sur les comptes formations. J'en parlerai un petit peu plus loin. Alors, juste avant, on a une question sur les droits des personnes. Que va-t-il se passer au 31 décembre 2020 pour les personnes qui n'ont pas saisi leurs droits au DIF? Si les droits au DIF ne sont pas saisis, ils pourront
n'ont jamais pu les saisir. Alors, c'est la date limite pour saisir les droits. Par contre, à partir du moment où ils les auront saisis au 31 décembre 2020, ils pourront les utiliser quand ils veulent. Il n'y a plus de date limite pour l'utilisation. La date limite, elle est sur l'enregistrement des droits sur leur compte. Donc depuis le lancement, qu'est-ce qui s'est passé depuis le lancement du 21 novembre? On vous donne quelques chiffres. On a recueilli donc, au 13 janvier, donc c'est encore tout frais. Donc on a en effet pratiquement 10 000 organismes de formation qui sont présents sur ce qu'on appelle EDOF, qui est l'espace des organismes de formation. Donc c'est le back-office, c'est la partie pour les organismes de formation qu'on a mis en place et qu'on a développé avec les organismes de formation. Je tiens à rappeler en effet ce point important, c'est que toute la construction en effet de mon compte formation et de la partie EDOF a été travaillée en co-construction avec les organismes de formation qu'on a réunis depuis le printemps, où on a fait des open labs, des ateliers, et on a mixé dans ces ateliers des organismes de formation en langue, des centres de compétences, on a pris des organismes publics, des organismes privés, on a vraiment essayé de répertorier et de faire la place à un panel représentatif des organismes. Donc aujourd'hui, par rapport au bilan, on a 673 000 sessions de formation inscrites. Et on a une information qui peut être intéressante, c'est qu'on a 10% des bénéficiaires qui abondent leur CPF, d'une moyenne de 179 €. Et aujourd'hui, les formations qui sont déposées, elles ont un coût moyen de 1 636 €. Le coût moyen des formations actuellement présentes sur mon compte formation. Et on a jusqu'à présent eu 58 000 demandes d'inscription qui ont été validées par les organismes de formation. Ça représente quand même un flux important de demandes qui ont été validées. On a une question portant sur ces organismes de formation. Faut-il vérifier qu'ils ont déposé une offre répondant aux exigences réglementaires, comme par exemple la certification RNQ? Alors, tout ce qui est, enfin, c'est pas forcément à vous de vérifier que le centre de formation a déposé une offre qui répond à des exigences spécifiques. Et tout ce qui va être, nous on enregistre, on vérifie cet enregistrement. C'est pour ça que les organismes de bilan, quand ils inscrivent une offre, ils vont, avant qu'elle apparaisse sur l'espace public, il va se passer 24 heures pour que justement il y ait certaines vérifications qui soient faites. Et entre autres, les vérifications liées à ce que la certification existe bien auprès de France Compétences. Il y a déjà des choses qui se font de ce niveau-là. Après, on a aussi quelques organismes qui, entre guillemets, ont enregistré des formations en nous déclarant qu'elles étaient certifiantes et en nous déclarant un niveau de certification ou une certification qui n'avait rien à voir. Ça, en effet, on les détecte au fur et à mesure et on prend en compte aussi d'ailleurs des retours de certains organismes sur le fait de nous dire quel organisme prétend faire cette certification, or il ne l'a pas, donc ça permet aussi de détecter des fois certains abus. Alors, Madame Kelloir, on a des petites remarques. Je pense que vous êtes un peu à distance du micro. Si vous pouvez juste essayer d'augmenter Faut que je crie. Parler un tout petit peu plus fort. Alors, on a encore une question encore un peu plus précise sur ce sujet. La certification Voltaire, cofinancée CPF et PDC, comment faire sans attendre avril ou mai? Alors, PDC, c'est la région, non? Pays de la Loire, PDL? Non. Alors, c'est peut-être une faute de frappe aussi. Hein. Cofinancé. Développer les compétences. Ah oui. Alors, là, en fait, on va tout ce qui est cofinancement. Aujourd'hui, en effet, pour être très clair, on ne peut acheter sur mon compte via mon compte formation, donc en mobilisant son CPF, on ne peut en effet que payer le reste à charge directement sur l'application. Je parle des salariés. Pour les demandeurs d'emploi, je laisserai M. Denis intervenir tout à l'heure pour expliquer en effet
la situation des demandeurs d'emploi et les aides qu'ils peuvent avoir. Pour les personnes qui ne sont pas demandeurs d'emploi et qui souhaiteraient avoir un cofinancement, ce cofinancement n'est pas possible aujourd'hui puisque les abondements ne sont pas présents sur mon compte formation. Ils le seront. Les premiers abonnements, ceux de Pôle emploi au mois d'avril, et ceux des entreprises et de tout autre organisme abondeur seront présents à partir de cet été. Donc, la seule chose que va pouvoir faire, en effet, un usager qui souhaite en effet acheter une formation, c'est qu'il va acheter la formation et il va payer le reste à charge. Il peut très bien y avoir un organisme de formation qui va, quand il est contacté par un usager, il peut très bien, après, lui, au moment de la commande, lui adapter le programme et le prix dans sa commande. C'est-à-dire qu'il peut baisser le coût de la formation, il peut modifier le programme pour que ça corresponde en effet aux droits CPF qu'il va mobiliser. Alors, on a beaucoup de questions qui portent sur l'abondement financier, notamment la première qui nous était arrivée. Auparavant, les OPCO complétaient le financement des formations par le CPF, par exemple 700 € de la formation, dont l'OPCA a donné, enfin, payé un tiers, là en l'occurrence. La Caisse des dépôts abondera-t-elle les usagers? Non, la Caisse des dépôts ne va pas abonder, elle va permettre que les abondements des financeurs, comme en effet les entreprises, comme les régions, comme voilà, même l'État pourra aussi abonder, mais la Caisse des dépôts en elle-même n'est pas abondeur, ne va pas abonder les comptes. Il va, je dirais, procéder et permettre aux abondeurs de pouvoir le faire directement sur mon compte formation, mais ce n'est pas la Caisse qui va être le financeur de l'abondement. Et alors, on a une autre question sur le rapport à l'employeur. L'employeur a-t-il un regard sur le compte CPF de son salarié? Par exemple, s'il fait une formation sur son temps personnel via le CPF, est-ce que son employeur peut le savoir? Non. S'il le fait sur son temps personnel, le salarié, de toute manière, dans tous les cas, le compte appartient à chaque usager. Les employeurs n'y ont pas accès. Et s'il fait en effet une formation en dehors de son temps de travail, il n'a pas à en informer son employeur. Le seul moment où en effet on lui conseille vraiment de parler avec son employeur, c'est s'il peut le faire sur son temps de travail. Là, bien sûr, il faut que l'entreprise soit de toute manière informée, c'est une obligation. Il y a des délais aussi pour faire cette demande d'autorisation d'absence pour pouvoir le réaliser en effet sur son temps de travail. Et s'il le fait en dehors de son temps de travail, il n'a absolument aucune obligation d'en informer son employeur. On va poursuivre peut-être. Voilà. Alors, c'était en effet quelques informations sur le détail des diplômes, enfin des détails des certifications qui sont aujourd'hui enregistrées en effet sur mon compte formation. Donc voilà, c'est vraiment donner un petit peu un reflet de ce qu'on trouve aujourd'hui, avec en effet beaucoup de formations sur niveau spécifique, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi des formations, en effet, des formations en langue qu'on va retrouver dans ces formations-là. Et les bilans de compétences, bien sûr. On a fait un petit zoom sur la région Pays de la Loire pour vous montrer un peu la couverture en termes de sessions de formation ouvertes. Les sessions de formation qui sont ouvertes sur les Pays de la Loire représentent aujourd'hui 5,7% de la totalité des sessions de formation qui sont enregistrées sur notre formation, et on vous met donc la répartition par département. Le CPF et les demandeurs d'emploi aujourd'hui. On va sauter cette slide-là puisque ça va être abordé par M. Denis tout à l'heure. On ne va pas lui prendre son sujet. Il connaît mieux que nous ces informations-là. Juste repréciser donc les évolutions à venir. Tout à l'heure, on a parlé du moteur de recherche. Donc ça, c'est en effet important d'être bien conscient qu'on travaille régulièrement sur l'évolution de son moteur de recherche. Et on y travaille aussi en effet avec les retours que nous font
différents, et les usagers, et les organismes de formation, et toutes les personnes voilà, qui peuvent détecter des choses qui seraient peut-être pertinentes à faire évoluer, on les prend en compte. Quand je mets marqué optimisation du moteur de recherche, et enrichissement des fonctionnalités, c'est aussi parce qu'il y aura d'autres possibilités sur mon compte formation par la suite que juste la recherche de formation. Par exemple, dans l'enrichissement des fonctionnalités, aujourd'hui, le stagiaire évalue sa formation à la fin de la formation, mais cette évaluation, pour le moment, n'est pas visible. Elle sera visible dans le courant de l'année 2020, puisqu'on attend d'avoir un nombre significatif de retours avant de publier les résultats. Les abondements arriveront aussi dans le courant de l'année 2020, donc l'abondement Pôle emploi début avril, et puis dans le courant du deuxième semestre, donc comme je vous dis, à partir de cet été, on aura tous les abonnements entreprises, branches, pro, régions, tous les autres abonnements qui pourront être disponibles à ce moment-là. Alors, il y a plusieurs questions qui portent sur les abondements. On l'a déjà bien traité, puis on va devoir avancer un petit peu. On y reviendra si on a le temps en fin de webinaire. En revanche, on a une thématique quand même spécifique et qui vous concerne particulièrement. Comptez-vous sur une baisse des prix de formation pour inciter les gens à se former? Beaucoup de formations sont à plus de 500 € la journée. Alors, on a déjà remarqué que les prix des formations avaient diminué si on comparait les prix qui étaient anciennement qui étaient pratiqués anciennement. Donc là, on a quand même on s'est déjà rendu compte que, sûrement aussi lié au jeu de la concurrence, puisque toutes les formations se retrouvent sur le même outil, il y a déjà eu en effet une baisse des coûts de la formation dans les catalogues des organismes de formation. Et puis ensuite, c'est aussi ce qui va être important, c'est de pouvoir individualiser les parcours et de pouvoir permettre en effet qu'il y ait des parcours qui soient adaptés à chaque personne. Donc là, adaptés à chaque personne, qui veut dire on a des programmes qui vont être différents, on va avoir des durées différentes, et on va avoir en effet aussi des coûts différents en fonction et des besoins des personnes et des aspects peut-être financiers. Très bien, merci pour cette première partie